Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous parcourons ensemble le polycopié du chapitre TR6, diagramme potentiel pH. Un élément donné en solution, ici on va prendre pour exemple le fer, peut exister sous différentes formes, redox ou acide-base, en fonction du potentiel et du pH de la solution. Un diagramme potentiel pH, c'est une représentation graphique qui permet de réunir un grand nombre d'informations en un seul diagramme. Elle a de multiples intérêts. Premièrement, cela permet de représenter les domaines de prédominance ou d'existence des différentes formes redox ou acide-base d'un élément en fonction du potentiel et du pH. Deuxièmement, quand on lit un diagramme potentiel pH, on peut retrouver les constantes thermodynamiques qui ont servi à le faire. Autrement dit, on peut retrouver les potentiels standards des couples redox, les pKa des couples acide-base, les pKs des solides, etc. Si jamais il y a des complexes, on peut retrouver les constantes de formation ou de dissociation des complexes. Donc c'est vraiment une mine d'informations quand on sait bien le lire, qui va ensuite permettre de faire un certain nombre d'exercices. Et enfin, quand on superpose les diagrammes potentiels pH de deux éléments, on peut prédire si deux composés vont réagir ensemble ou non. Pour bien comprendre les diagrammes potentiels pH, il faut d'abord bien comprendre comment ils ont été construits. Alors même si c'est rare aujourd'hui au concours qu'on vous demande de construire un diagramme potentiel pH, je pense que c'est important pédagogiquement de faire la construction d'un diagramme potentiel pH au moins une fois pour comprendre vraiment de quoi il est constitué, comment il a été fabriqué. Alors, principe de construction d'un diagramme potentiel pH et convention. Pour construire un diagramme potentiel pH, en fait, on va tracer les frontières entre les domaines de prédominance ou d'existence de différents composés, et pour ça, on doit utiliser un certain nombre de conventions. Ces conventions sont vraiment à retenir par cœur, parce que sinon, on ne comprend pas exactement ce que signifie le diagramme potentiel pH. Alors, la première chose, c'est que, en général, la pression de toutes les espèces à l'état gazeux est fixée à une pression arbitraire P standard égale 1 bar, dans les diagrammes potentiels pH. Ensuite, la concentration d'une forme dissoute, donc un ion en général dissous en solution, mais ça peut aussi être une molécule non ionique dissoute, dans son domaine de prédominance, est fixée arbitrairement à une concentration qu'on appelle la concentration de travail, qu'on note C0 en général. Alors attention, la définition de cette concentration de travail peut parfois varier, et ça va dépendre de chaque diagramme. Donc il faut bien regarder à chaque diagramme comment sont définies les concentrations de travail. Enfin, quand il y a un segment frontière entre une forme en solution et une forme solide, eh bien cette frontière correspond à la limite d'apparition de la phase solide, alors que la phase dissoute a toujours la concentration de travail C0. On va utiliser ces conventions par la suite pour que vous compreniez bien comment elles s'appliquent, mais vraiment à retenir ces trois conventions. De façon générale, dans un diagramme potentiel pH, il existe deux types de frontières. Les frontières de potentiel, entre deux espèces qui ont deux nombres d'oxydation différents, donc ce sont vraiment des frontières redox. Elles sont soit horizontales, s'il n'y a aucun proton échangé dans la demi-équation redox, soit elles sont inclinées s'il y a des protons échangés dans la demi-équation redox, du couple correspondant. Et puis il y a les frontières acido-basiques, entre deux espèces qui ont le même nombre d'oxydation, elles seront toujours verticales, aucune exception. Alors comment tracer le diagramme potentiel pH d'un élément ? Si on vous donne les données thermodynamiques, donc les potentiels standards des couples, les pKa, les pKs des différents solides et des couples acide-base, eh bien on peut tracer le diagramme, mais pour ça il faut s'y prendre méthodiquement. Premièrement, il faut faire l'inventaire de toutes les espèces étudiées et les classer par nombre d'oxydation croissant de l'élément choisi. Donc par exemple, les espèces qui ont un nombre d'oxydation plus grand, on les met en haut, et puis les espèces qui ont un nombre d'oxydation de plus en plus bas, on les met vers le bas. Ensuite, pour chaque nombre d'oxydation, on va classer, parce qu'il peut y avoir plusieurs formes qui ont le même nombre d'oxydation, on va les classer sous forme de couple acido-basique. La forme qui est la plus protonée, donc qui correspond à l'acide, c'est celle qui correspond au pH le plus faible, elle sera donc à gauche sur le diagramme. Et puis plus on avance dans les formes basiques, plus on va vers la droite. Les frontières peuvent être soit des pKa pour des espèces en solution, soit des frontières d'apparition ou de disparition de précipités pour des espèces solides. Une fois qu'on a fait ça, pour chaque nombre d'oxydation, on va étudier séparément ces espèces acide-base et on va trouver les pH des frontières acido-basiques. Et ça va nous amener à ce qu'on appelle un diagramme primitif, qui est une forme simplifiée du diagramme, où toutes les frontières de potentiel sont horizontales, mais où on a déjà trié tous les nombres d'oxydation, toutes les espèces acido-basiques, et où on a mis toutes les frontières verticales. Et enfin, une fois qu'on a fait ça, on va calculer les pentes des frontières redox, donc pour voir si elles sont soit horizontales, soit pentues, et ça va nous amener au diagramme final.
Pour calculer ces pentes, on utilise la formule de Nernst. Appliquons ça tout de suite pour voir concrètement comment cela fonctionne. En construisant le diagramme potentiel pH du fer. Voilà les données de départ qu'on vous donne pour construire ce diagramme. On va se limiter à l'étude de nombre d'oxydation 0, plus 2 et plus 3 du fer. Les espèces considérées ici seront uniquement le fer, donc au degré 0, fer 2+, fer OH 2 fois solide, fer 3+, et fer OH 3 fois solide. Donc voilà, 1, 2, 3, 4, 5 espèces. On fixe une concentration de travail de 1 10-1 mol par litre pour chaque espèce prédominante. Donc dans son domaine de prédominance, chaque espèce ionique a une concentration de 10-1 mol par litre, si elle contient du fer, bien sûr. On ne parle pas de H+, et HO-, uniquement les espèces du fer, ont une concentration de 10-1 mol par litre. Les potentiels standards fixés, donc on vous donne le potentiel du couple Fe3+, Fe2+, et celui du couple Fe2+, Fe. On vous en donne pas d'autres, parce qu'en fait les autres, on va pouvoir les déduire. Les produits de solubilité qu'on donne, donc pour chaque solide, FeOH2 et FeOH3, on vous donne les pKs. Et à partir de toutes ces données, construire le diagramme potentiel pH du fer en utilisant la méthode en 4 étapes qu'on a décrite précédemment. Alors si vous avez déjà un peu compris cette méthode, vous pouvez essayer de le faire seul. Je vais donner la solution bientôt, ou sinon, vous pouvez regarder comment je fais progressivement pour apprendre à le faire au fur et à mesure de la vidéo. Si vous voulez le faire seul, mettez pause maintenant. Je vais donner bientôt la méthode en détaillant comment on fait. Alors, voilà le début du corrigé pour la construction du diagramme potentiel pH. Méthode en 4 étapes. Alors, première étape, faire l'inventaire des espèces étudiées et les classer par nombre d'oxydation. Ici, on fait donc un axe vertical de nombre d'oxydation. Le fer est en bas avec 0. Fe2+, et FeOH2 sont tous les deux au nombre d'oxydation plus 2. Fe3+, et FeOH3 sont tous les deux au nombre d'oxydation plus 3. Deuxième étape, pour chaque nombre d'oxydation, classer les différentes formes acido-basiques. Alors ici, au nombre 0, il n'y a qu'une seule forme acido-basique, puisqu'il n'y a qu'une seule forme. Au nombre d'oxydation plus 2, par contre, on a deux formes. Comment savoir laquelle est la plus acide, laquelle est la plus basique? Alors en général, on dit que la plus acide, c'est celle qui est protonée, mais ici, Fe2+, n'a pas de proton. Par contre, on voit que FeOH2, il correspond à l'ajout de 2 HO-. Autrement dit, comme HO- est majoritaire en milieu basique, ça veut dire que FeOH2 voit sa formation favorisée en milieu basique. C'est donc une forme plus basique que Fe2+. Alors, si ce raisonnement ne vous convient pas, mais en général, ça marche souvent, hein. S'il y a une espèce qui a des OH en plus d'une autre, ça veut dire qu'elle est plus basique. Et puis si, à l'inverse, lui, il avait des H+, en excès par rapport à lui, c'est qu'il aurait été plus acide. Mais au-delà de ça, sinon, la technique la plus générale, c'est quoi? C'est d'écrire une demi-équation acide-base. Ici, si j'écris la demi-équation acide-base entre Fe2+, et FeOH2. Fe2+, donne FeOH2, je vois que pour équilibrer, avec des H2O et des H+, donc pas besoin de mettre d'électrons ici, puisque c'est pas une réaction redox, eh bien je dois rajouter 2 H2O ici pour équilibrer les 2 oxygènes, puis 2 H+, ici pour équilibrer les 2 hydrogènes. On voit qu'au niveau des charges, c'est équilibré sans avoir besoin de mettre d'électrons, ce qui est normal, et on voit que globalement, Fe2+, quand il se transforme en FeOH2, il a libéré 2 H+. Comme il a libéré 2 H+, c'est bien que c'est lui la forme acide, et FeOH2 la forme basique. Alors ça, c'est une méthode générale qui marche à tous les coups, mais sinon, on peut aussi faire un petit peu à l'intuition. On voit que s'il y a 2 HO- en plus, eh ben, c'est qu'on est plutôt majoritaire en milieu basique. En tout cas, voilà, dans le diagramme potentiel pH, Fe2+, sera à gauche, parce que c'est la forme acide, et FeOH2 à droite, parce que c'est la forme basique. Et on peut faire le même raisonnement pour le fer 3, Fe3+ à gauche, FeOH3 à droite. Troisièmement, on étudie chaque nombre d'oxydation séparément, et on trouve les pH des frontières acido-basiques. Donc ici, on a deux frontières acido-basiques à trouver, celle qui correspond au degré d'oxydation 2, qui est là, et celle qui correspond au degré d'oxydation 3, et qui est là. Il s'agit de savoir à quel pH il va y avoir cette frontière d'apparition de FeOH2. Alors, la méthode, c'est celle-ci. Pour la frontière Fe2+, FeOH2. On sait qu'à la frontière, on a l'apparition de FeOH2. Donc si on a son apparition, c'est que l'équilibre de dissolution est établi, puisqu'il est présent. Donc on peut dire qu'on a Ks qui sera égal à Fe2+ fois HO- au carré, qui est validé. De plus, comme on est à la frontière, on est contre le domaine de prédominance de Fe2+, donc Fe2+, sa concentration, ce sera la concentration de travail par définition des conventions dans le diagramme potentiel pH. Autrement dit, j'ai Ks qui sera égal à C0, puisque Fe2+ vaut C0, fois HO- au carré.
Et si je passe tout ça en faisant moins logarithme du terme de gauche et du terme de droite, KS devient PKS, C0 devient PC0, et ici, H au moins au carré devient plus 2POH. Donc POH, c'est comme le pH, mais pour les ions H au moins, donc c'est moins log des ions H au moins. Alors ce que je vois, c'est que je trouve une relation entre PKS, PC0 et POH. Je peux en déduire que POH, en passant dans l'autre membre PC0 et ici le 2, est égal à 1,5 de PKS moins PC0. Alors moi, ce que je veux, c'est savoir quel est le pH à la frontière. Là, j'ai pas exactement le pH, j'ai le POH, mais il y a une relation très simple entre pH et POH. En effet, on sait qu'à l'équilibre, il y a l'équilibre d'autoprotolyse de l'eau, qui nous dit que H3O+, fois H au moins égale KE, la constante d'autoprotolyse, égale 10-14. Si je passe tout ça au moins log, j'ai donc pH plus POH égale PKE égale 14. Donc, si je connais le POH, c'est facile, je peux obtenir le pH qui vaudra 14 moins le POH. In fine, j'ai donc pH qui vaut 14 moins 1,5 de PKS moins PC0, qui vaut ici 7 si je fais le calcul, pour la frontière Fe2+, FeOH2, donc je sais qu'ici cette frontière, elle est pile à pH 7. Prenez le temps de bien comprendre cette méthode dans le cas Fe2+, FeOH2, et essayez pour vous entraîner maintenant de l'appliquer dans le cas Fe3+, FeOH3, avec le même raisonnement, pour trouver le pH à cette frontière verticale. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo pour le faire, et je donne la solution dans quelques instants. Alors voici la solution. Donc, puisqu'on est à la frontière, ça veut dire que FeOH3 existe. Puisque FeOH3 existe, le KS est vérifié. Et le KS, c'est Fe3+, fois H au moins puissance 3. Avec Fe3+, qui vaut C0, la concentration de travail, puisqu'on est à la frontière. Je passe ça au moins log. J'obtiens PKS' égale P de C0 plus 3POH. Il vient donc que POH vaut 1 tiers de PKS' moins PC0. Et ensuite, j'obtiens le pH en disant que pH, c'est 14 moins POH, donc 14 moins 1 tiers de PKS' moins PC0. Et ici, je tombe sur 1,67 pour le pH à la frontière Fe3+, FeOH3. On peut donc faire le diagramme primitif du fer. Avec au degré 0 le fer, au degré 2 Fe2+, FeOH2 avec une frontière verticale à pH 7. Au degré 3, Fe3+, FeOH3 avec une frontière verticale à 1,67. Ces diagrammes primitifs, on va beaucoup les utiliser. On verra par la suite comment. En tout cas, il faut savoir les construire. Maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est que ici, les frontières redox, entre 0 et 2 et entre 2 et 3, elles sont toutes horizontales, alors qu'en vérité, certaines vont être inclinées. Il faut calculer cette inclinaison avec le potentiel de Nernst. Donc, quatrième étape, calculer les pentes de frontières de potentiel avec la formule de Nernst. On a 5 frontières de potentiel à calculer. En effet, si je reviens sur le diagramme primitif, on a la frontière ici entre Fe et Fe2+, la frontière ici entre Fe et FeOH2, la frontière là, Fe2+, Fe3+, celle-ci, Fe2+, FeOH3, et enfin celle-ci, FeOH2, FeOH3. Pour chacune de ces frontières, il va s'agir maintenant d'appliquer le potentiel de Nernst et voir si on a un potentiel constant, ce qui fera une frontière horizontale, ou un potentiel qui dépend du pH, ce qui fera une frontière inclinée. Donc ça, je vais le faire dans la vidéo de la partie 2. À tout de suite.